bien, bonjour Barnabé, Bonjour. merci de nous accueillir aujourd'hui. Au plaisir pour moi. Alors j'ai découvert un peu ce que tu faisais en lisant il y a quelques semaines un article sur toi dans la revue Yggdrasil, donc qui disait que voilà, tu étais presque 100% autonome ou du moins autosuffisant en nourriture, que tu produisais en plus de l'énergie, enfin que tu étais vraiment très avancé sur ces questions d'autonomie. Et ça m'a tout de suite parlé parce que nous, il y a quelques mois, on a réalisé un documentaire qui s'appelle Enquête d'autonomie, dans lequel on allait voir des éco-villages pour voir à quel point ils étaient autonomes. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ils n'avaient même pas 15% d'autosuffisance alimentaire. En fait, de toute façon, ce n'était pas leur objectif, l'autosuffisance, l'autonomie, que eux. Et c'était beaucoup plus sur la coopération sur tout le territoire. Mais du coup, ça m'a intrigué de voir comment une personne toute seule, toi, tu arrivais à construire ton autonomie. Comment, pourquoi et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'accord. Et donc, je te propose qu'on commence en te présentant succinctement. Moi, c'est Barnabé Chaillot. Je me définis, alors j'ai plusieurs définitions. J'aime pas trop être dans un moule. Je me dis souvent, je me définis comme têtu et utopiste, ce qui est assez particulier. Je dis souvent que j'aime bricoler. Je suis un bricoleur du dimanche, ce qui me permet d'être plutôt très amateur. Et je dis aussi que fais ça à temps plein, parce qu'effectivement, ça me prend de plus en plus de temps de faire des vidéos, parce qu'effectivement, mon objectif, depuis maintenant 2013, ça va faire 7-8 ans, je ne fais plus que ça, faire des vidéos. Et du coup, c'est tout l'enjeu. J'adore ce métier-là. Je considère que c'est un métier parce que ça me prend tout mon temps, pas financièrement, mais tout mon temps et ma réflexion. Et puis autant, je commence par d'abord bricoler un petit peu, être chercheur en recherchant des choses. Après, je vais scénariser, après, je vais filmer, je vais être acteur, puis je vais monter le film, puis après, il faut diffuser encore. Donc, c'est tout ça qui est sympa. Et alors, qu'est-ce que tu faisais comme métier avant de te lancer dans cette aventure de bricoleur du dimanche? Est-ce que tu étais déjà ingénieur ou alors paysan, tu savais manier, faire pousser de la nourriture Alors, c'est la question qu'on pose souvent. Alors, normalement, je laisse plutôt planer le doute. Moi, là, ça sera levé. J'espère que pas trop de monde regardera cette vidéo pour savoir. Le suspense restera. Les gens pensent que je suis soit ingénieur, soit professeur, soit instituteur. Mhm. En fait, je suis ni l'un ni l'autre. Du coup, je suis plutôt dans mon cursus scolaire, j'étais plutôt mauvais élève, vu que j'ai redoublé 3 fois. Et après, j'ai fait des études de biologie, de manière assez loin. Et puis après, en maîtrise de sciences et techniques. Puis après, j'ai fait un DESS de gestion d'entreprise, parce que planter des patates et cultiver des patates en grosse quantité, c'était sympa, mais si on ne sait pas les vendre, j'ai considéré que ça ne servait à rien. C'est pour ça que j'ai fait de la gestion d'entreprise derrière. Et après, j'ai fait un autre métier qui n'avait rien à voir. Enfin si, je suis devenu contrôleur de gestion en Afrique. Et après, il y a eu un coup d'État et j'ai changé et j'ai décidé de retaper des maisons. On va parler d'autonomie et moi j'ai envie de savoir, est-ce que ce que j'ai lu dans Yggdrasil c'est vrai? Est-ce que tu es 100% autosuffisant déjà en nourriture? On va parler de ça déjà. Alors, la question est, est-ce que je suis 100%? Alors, si demain, il n'y avait plus de magasin, est-ce que je pourrais vivre encore 365 jours? Si personne ne vient me piquer ce qu'il y a dans ma cave, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc oui, je suis autonome. Ce que j'aime, c'est la liberté. C'est vraiment cette liberté qu'on a. Et chaque fois que quelque chose m'empêche d'être libre, ça me donne la motivation pour m'en libérer. Voilà. L'autonomie, c'est est-ce qu'on est obligé d'aller acheter quelque chose ou pas? Voilà, c'est ça qui est. Si on n'est pas obligé d'aller acheter quelque chose, on est autonome, mais ça ne nous empêche pas d'aller acheter quelque chose. Voilà. Avec ce sachet de 0,5 g, j'ai réussi à récupérer quasiment une centaine de grammes de quinoa. Voilà. Je passe un petit peu pour coller les graines à la terre. Il y a des centaines et des centaines de graines qui ont toutes germé. Il y en aura largement assez, voire même trop. Et du coup, j'attendrai qu'elles soient au stade de feuilles vraies pour les repiquer. Yes! Je pense qu'en une journée, on peut facilement cultiver 10, 20, 30 mètres carrés d'une céréale. J'ai pas beaucoup de temps, donc je fais un après-midi de temps en temps et j'ai squatté le pré des voisins et j'ai fait des carrés expérimentaux. J'ai fait 16 mètres carrés de pommes de terre, 16 mètres carrés de quinoa, 16 mètres carrés de haricots, 16 mètres carrés. Bon, on a ramassé 20 kg d'haricots, 60 kg de patates, des maïs, vous avez vu derrière, je sais pas, j'en ai peut-être bien 20 ou 30 kg de maïs.
Je pourrais faire plus grand si j'avais plus de temps. J'ai les semences, en tout cas, je produis mes semences. Je pourrais cultiver sur 2 fois plus grand en surface, ou même 3 ou 4 fois, si j'y passais un peu plus de temps. Parce que j'y passe pas beaucoup de temps. Je dois y passer une après-midi par semaine, en moyenne. Des fois, j'y passe 2 jours, mais le mois d'après, là, ça fait 2 mois que j'y suis pas allé. Oui, c'est du chou, ouais. Voilà. Ok. Sauf qu'il est tout le temps défeuillé. Quelle que soit la saison. Ouais, c'est ça. Tu organises ton autonomie pas seulement au niveau alimentaire, mais aussi au niveau énergétique. Et alors, est-ce que tu es autosuffisant en énergie? Alors, pas tout à fait, mais j'y travaille. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est de mesurer, de regarder, de s'informer. Les indicateurs, donc dans la maison, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de petits indicateurs. Ce que je consomme en instantané, ce que je consomme en cumulé. Je relève régulièrement les compteurs et d'eau et d'électricité pour voir où est-ce que j'en suis. Je ne m'interdis pas d'en consommer plus, mais je me dis juste, là, on a consommé quasiment que de l'eau de pluie et pas beaucoup d'eau de ville, ou le contraire sur certains postes. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, de voir où est-ce que j'en suis. Là, tu as combien d'eau de pluie stockée par mois et combien tu en utilises? La cuve fait 3700 litres. Donc chaque fois qu'il pleut suffisamment, elle se remplit à bord. Voilà. Et moi, en moyenne, j'en consomme 2900 par mois. Okay. Mais il va tomber dans cette cuve-là 60 mètres cubes par an, donc 6 mètres cubes par mois en moyenne. Ouais. 6 mètres cubes d'eau tombent là-dedans et moi, j'en consomme 2,9. Tu as 2 panneaux solaires qui t'ont coûté quoi, combien chacun là, 150 €. Chacun ou en tout? En tout. Mais genre pour 100 €, j'aurais pu en avoir un beaucoup plus gros, mais je les avais achetés en petit. Voilà. Okay, donc on va dire, voilà, tu as l'équivalent de 100 € de panneaux solaires sur ton toit, qui alimentent 3 batteries que tu as récupérées, 3 batteries de voiture. Et ça peut alimenter ta radio, ton eau, recharger ton vélo, recharger ton téléphone en USB. Ça peut faire tout ça. Quoi. Ah oui, sans problème. Sans problème. Alors l'avantage de lui, alors après c'est des petites quantités d'énergie, hein. La radio ça consomme 5 watts, le panneau il fait 100 watts, 150 watts. Donc 1 heure de soleil c'est 150 heures, l'équivalent de 150 heures à condition de pouvoir les stocker. Mais je peux les stocker. L'autonomie elle n'est pas compliquée, on craque une allumette avec un bout de bois et on se coiffe les cheveux devant un poêle et ça fait comme un sèche-cheveux, ça prend peut-être 10 minutes de plus. Et ce temps-là, aujourd'hui notre société, j'en suis certain, on va de plus en plus vite et on prend de moins en moins le temps. Pour autant, j'essaye de diminuer notre consommation et de chauffage et d'électricité et j'essaie d'en produire un maximum et d'en stocker un petit peu. Là, c'est mes panneaux. J'avais mis d'abord 6, puis après j'ai rajouté 3. Il y a à peu près 2000 kW crête installées. J'arrive quasiment à faire 2500 kWh par an. Pendant 6 mois de l'année, ma facture est égale à 0. Ça, c'est la consommation d'énergie globale d'un foyer. La moitié, c'est pour le chauffage en hiver. Un autre quart, c'est pour l'eau chaude sanitaire. C'est encore du chauffage, mais pour de l'eau chaude. Et ça, c'est pour le reste. Okay. L'éclairage, les ordinateurs, ici, ça. Et faire tourner une machine à laver sans l'eau chaude. Donc en été, j'arrive à produire tout ça, sans problème. Mais l'hiver, il me manque tout ça. C'est un poêle que j'ai conçu sans soudure. Parce que, est-ce que tu sais souder, toi, par exemple? Non. Est-ce que tu sais te servir une disqueuse? Non. T'as jamais non plus? Non. Alors, ça ne se pose pas d'en faire commencer. Comme ça, vous pourrez couper. C'est un poêle que j'ai conçu reproductible au maximum. Donc, c'est que c'est des choses que j'ai récupérées en déchetterie. C'est une bouteille de gaz aussi, qui est sympa. Et c'est sans soudure. Parce que les gens qui utilisent une disqueuse pour couper les tubes, on va dire une personne sur 100 a utilisé déjà une disqueuse dans sa vie, alors que si on devait souder les choses, il y a une personne sur 10 000 ou 100 000 qui sait vraiment souder. Donc ça, c'est de la plaquette forestière, c'est des gros copeaux. Ça coûte 1 litre de fuel, de gasoil, pour faire 1 mètre cube de 250 kg de plaquette forestière. Donc le ratio énergie-pétrole pour énergie, matériel récupéré, c'est quand même pas mal. Mais on est encore du coup tout est basé sur le pétrole de toute façon. Et industriel, c'est des machines qui sont plus grosses que la maison qui broient ça. Ouais, voilà. Et tu as une alternative au cas où ça c'est plus. J'ai le poêle d'à côté. J'ai un poêle classique qui boule très très bien. Ah oui, tu peux mettre ton bois classique. Il a une grosse bûche, mais par contre il fume beaucoup. J'ai fait des tests de fumée et en termes d'efficacité, il est très très bon, il chauffe très très bien, mais il y a beaucoup de particules lourdes à mesurer. Après, si j'avais du temps, ça ne me poserait aucun souci parce qu'il y a beaucoup de bois mort qu'on pourrait casser à la main sans scie, sans rien pour mettre là-dedans.
1 mètre cube comme ça coûte 40 €. Et ça te tient combien de temps de La chauffage? première année que je m'en suis servi, on a fait que ça, on a utilisé que ça l'hiver. Donc, tu as payé 40 € de C'est chauffage ça. pour toute une année de Une saison, ouais. Ce que je trouve intéressant avec toi, ton projet, tout ça, c'est que tu réfléchis pas à l'autonomie juste pour toi, pour que toi, tu réussisses à survivre à l'effondrement. Tu fais ça, mais en essayant de le partager au maximum, notamment via ta chaîne YouTube Barnabé Chaillot. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer cette chaîne YouTube et quel est ton objectif avec elle? Alors au départ, je ne l'ai pas créé en pensant que je serais connu. C'est que j'avais fait une éolienne à axe vertical sur ma maison. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de vent et que ça ne marcherait pas, j'ai voulu l'enlever, la détruire. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit, si tu veux, on peut faire une vidéo parce que ta démarche est quand même intéressant d'avoir tous ces essais, ces erreurs. Puis à la fin, cette lucidité de ça ne marchera pas. Et du coup, je me suis dit, mais peut-être il y a un potentiel dans la vidéo et dans l'énergie qui est mon dada. Parce que je sais très bien qu'on est dépendants tous énormément d'énergie. Ce que je veux, c'est montrer que c'est possible et du coup créer quelque part du rêve. Je le fais, je suis content, je le montre et les gens ils se disent mince, lui il l'a fait, pourquoi moi je le ferais pas? Et tu dis que tu vends du rêve sur ta chaîne, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu vends pas que du rêve, tu vends aussi les moments où tu échoues. Et pourquoi tu laisses tous ces moments où tu te trompes, où ça marche pas? C'est une histoire. En fait, la chaîne a commencé comme ça. Je raconte l'histoire de ce que je fais. Donc l'histoire passe par... Je trouve intéressant de parler de la réflexion, de parler de l'échec et de rebondir sur cet échec pour avancer. Cette éolienne ne démarre qu'à des vitesses de vent de 5 mètres secondes. Un deuxième problème aussi, on entend le bruit dû au segment. Ça résonne, ça fait une espèce de résonance qui est insupportable. Je ne savais pas à l'époque, en tout cas, comment j'allais faire pour trouver un alternateur. Si je ne peux pas en fabriquer un, je ne peux pas en acheter un. J'étais vraiment désespéré. Quand je vois l'échec, ça me permet juste de me comprendre que ça, c'était pas la bonne solution. Donc c'est pas un échec, c'est une super avancée technologique. Ça, j'ai compris que ça ne marchait pas. Voilà, c'est pas un échec, c'est une réussite. C'est une compréhension. Voilà. Tu as aussi créé une association, Énergie Autrement. Oui. Quel est l'objectif, quelle est la différence d'objectif entre la chaîne YouTube et cette association? La chaîne YouTube scénarise des histoires et dans la scénarisation, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre, des choses techniques qui alourdiraient la vidéo. C'est difficile de faire quelque chose qui est pour un large public et en fait quelque chose qui est technique parce que si quelqu'un le voit, qu'il veut le reproduire, il faut qu'il y ait suffisamment de technique. Donc je me suis servi du blog. Il y a des plans, il y a des schémas, on peut télécharger des fichiers, des programmes qui sont le détail des vidéos. Okay. Et alors, quel est encore ton rapport au pétrole? Je vois que tu as plein de panneaux solaires de partout, que dans tes tutos, tu commandes très souvent, par exemple, sur Cdiscount, donc des trucs qui viennent de Chine, voilà, à l'autre bout du monde, donc avec du pétrole. Au final, on a l'impression que ton autonomie, elle ne fonctionne que parce qu'il y a du pétrole qui te permet d'acheter sur Cdiscount plein d'objets que tu ne serais pas capable de construire sans. Et donc, comment toi, tu te positionnes face aux personnes qui pourraient t'émettre cette critique, quoi? Moi, Barnabé, je cherche l'autonomie, mais le personnage que vous connaissez, l'avatar des vidéos, fait de la recherche permanente d'autonomie. Et pour ça, il y a pas mal de technicité. J'ai besoin de me creuser la tête. Est-ce que je peux utiliser un outil qui n'est pas très cher? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la reproductibilité par tous, mais dans le monde actuel. Voilà. Et comme il y a des moteurs pas chers, de l'électronique pas chère, c'est mal fait et ça pollue beaucoup, certainement, cette électronique, et ça vient de loin, et ça prend du pétrole. Donc je ne suis pas résilient de ce point de vue-là, mais c'est pour ma façon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'être résilient. Et après, comment est-ce qu'on fera? Je ne sais pas encore. Moi, ce que je veux être, c'est être résilient au jour le jour avec ce qui nous entoure. Voilà. Et nos déchetteries seront les mines de demain. Aujourd'hui, on jette. On enterre. Alors, malheureusement, on n'enterre pas trop, on fait pas mal de choses. Mais effectivement, nos poubelles d'aujourd'hui seront le mine de demain dans lequel on trouvera du cuivre, du plastique. Là, par exemple, je l'ai amené là. Ça, c'est des piles de nos ordinateurs. Il y en a on en jette des millions. Enfin, tous ceux qui ont des ordinateurs portables les jettent. À l'intérieur, c'est des piles comme ça. J'achète des boîtiers que je pourrais imprimer, mais je les achète comme ça. Je peux les glisser par 4.
Là, j'ai une ampoule dessus, mais je pourrais très bien charger ton portable ou quoi que ce soit. Je peux les recharger avec un petit panneau solaire et un adaptateur. Et après, j'ai de la lumière. Voilà. Du coup, on va dans les bois avec ce genre d'ampoule. C'est beaucoup d'électronique, mais c'est pas moins d'électronique qu'un téléphone qui a sa lampe. Voilà. Et ces batteries lithium, il y en a de plus en plus, et il y en aura pour l'instant de plus en plus. Les voitures en stock, je ne sais pas, peut-être 1000 chacune. Voilà. Et après, quand les voitures électriques, les batteries de voitures électriques sont usagées, elles n'ont plus d'autonomie pour faire plus de 100 km, donc ils les mettent de côté, mais il y en a des hangars pleins. Alors, est-ce que ça, dans nos poubelles, me rend moi autonome? C'est ça. Est-ce que j'ai plus besoin de l'acheter? Alors ça, j'ai besoin de l'acheter, mais en même temps, est-ce que c'est fiable ou pas? Je ne pourrais pas le refabriquer, ni ça, ni rien. Je ne pourrais rien refabriquer. Mais ça devient disponible, même dans nos poubelles. Et c'est dans ce sens-là où je suis autonome. L'aluminium, je ne fabriquerai jamais d'aluminium. Mais il y a tellement de gens d'aluminium, je pense que même si demain la société s'effondrait, il restera d'aluminium pour encore 1000 ans d'usage. On arrive justement sur cette question de l'effondrement. Oui. Alors l'effondrement, nous, comment on l'entend, c'est le moment, on va dire, dans le temps où l'État n'arrivera plus à assurer les besoins fondamentaux de sa population. Donc justement en nourriture, en énergie, en habitat. C'est pour ça que c'est toujours les 3 points qu'on étudie sur l'autonomie. Est-ce que cette perspective de l'effondrement t'a poussé à chercher à créer ton autosuffisance alimentaire, énergétique et ta maison? Non, alors en fait, au départ, moi je veux juste plus de liberté, plus de résilience. Mais résilience pour le plaisir de ne pas dépendre de quelque chose. Mais ce n'est pas du tout dans l'optique d'un effondrement. Cette notion d'effondrement, c'est un moteur. C'est un moteur de réflexion, c'est un moteur pour faire bouger les consciences, et ça, je trouve ça très intéressant. Si moi, je cherche à être résilient et que je m'associe avec quelqu'un qui est un collapsologue, et ensemble, on fait quelque chose qui va nous permettre de pouvoir avancer dans le temps sans se soucier qu'il y ait du pétrole, qu'il n'y ait pas de pétrole, qu'il y ait un État qui nous aide ou pas, et bien à un moment, l'État n'aura même plus d'importance. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne changera rien. Et du coup, cette nouvelle organisation pourrait, en théorie, ça peut paraître prétentieux, mais c'est pas comme ça que je l'entends, pour être un modèle. Voilà. Et c'est ce que des fois je me dis, si je suis un modèle, quelque part, eh ben, ça peut changer. C'est plus facile de suivre un exemple que de convaincre quelqu'un de ce qu'il fait, c'est pas bien. Et ça, je pense que c'est un motif qui me plaît, c'est un cadre que j'aime beaucoup en tant qu'influenceur, parce que c'est ce que je deviens malgré moi et en même temps avec beaucoup d'efforts, c'est d'influencer des gens sur leur façon de penser. Okay. Et est-ce que tu as déjà pensé à intégrer un éco-village pour pouvoir organiser à plusieurs une autonomie et pouvoir continuer en fait ton désir de liberté et d'autosuffisance? Alors, je suis assez partagé parce que la maison est belle, je me sens bien ici, j'ai beaucoup investi et en même temps, je rêve de vivre dans un éco-village ou un écolieu, mais pour des raisons sociales. Parce que les gens qui s'intègrent à cet endroit-là veulent vivre en société, pas fermée, mais plus proche. Voilà. Moi, je me trouve trop éloigné de mes voisins, même qui sont juste à côté. On se dit bonjour en voiture, ça s'arrête là. On n'a pas forcément les mêmes idées sur l'écologie, sur l'autonomie. Et ce que j'aime vraiment, surtout dans cette démarche, on dit à personne ce qu'ils font est bien ni pas bien. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on est content de faire ce qu'on fait. Et quand les gens ont envie de nous rejoindre, je dis envie de nous rejoindre, en même temps, on ne leur demande pas de nous rejoindre parce que notre cercle est fermé. Eh ben, ils ont envie de tendre vers ça et ils trouveront d'autres cercles à eux aussi pour faire des choses qui sont sympas. Et alors, pour conclure un peu toute cette interview, quel message tu pourrais envoyer à toutes les personnes qui sont en ville, qui se rendent compte de plus en plus qu'elles sont totalement dépendantes du carrefour en bas de chez eux et qui n'arrivent pas à passer le pas pour fuir la ville et cette dépendance et devenir plus autonome et faire le premier pas, quoi. Alors, je pense que le problème des gens des villes, je vais commencer par une critique forte, mais je vais retempérer après. J'ai envie de dire, ils sont déconnectés de la réalité. Parce qu'ils font cultiver tout loin, très loin, ils ne savent même pas forcément qui fait quoi ou quand. Grâce aux AMAP,
ils ont retrouvé du lien, mais j'ai envie de dire, non seulement il ne faudrait pas simplement aller le vendredi après-midi dans le point collecte, récupérer son panier, point final, et dire « oh, il n'y a que du chou ». Il faudrait que les gens puissent prendre le temps, au moins un week-end par mois, voire plus, prendre leur temps, aller dans les jardins, chez les maraîchers à 10-15 km, ou se regrouper pour y aller, aider, voir le paysan, lui dire « non mais tu sais, tes carottes, celles-là je les aime pas trop, il n'y en aura pas des carottes plus petites mais plus sucrées, ou des courges, machin, qui s'impliquent, c'est un temps avec la nature, on se reconnecte. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point sur l'énergie, ça c'est sur l'alimentation. Les gens de la ville, quand ils sont déconnectés, c'est parce que s'ils ont un chauffage central et que vous leur dites vous avez consommé combien d'énergie pour vous chauffer hier, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas le savoir. Il faudrait qu'ils aillent voir le syndic et qu'ils fassent un... Il faut mettre des indicateurs partout. Il faut demander à avoir un compteur individuel et avoir une notion de ce qu'on a consommé et combien ça a coûté. Voilà. Je pose la question, mais c'est un piège. Si tu mets un radiateur d'1 kW chez toi, ça va te coûter combien au bout d'une journée? Personne ne le sait. À partir du moment où on ne sait pas, j'ai envie de dire qu'on s'en fiche. Donc la solution pour des gens qui aimeraient être autonomes, j'ai envie de dire, soyez conscient de ce que vous faites. C'est la première étape. Et il n'y a pas besoin d'aller dans un jardin. Soyez conscient. Vous avez acheté combien de choses, qui vient de où, il y a quoi dedans. Et déjà là, c'est le plus gros du travail. Parce qu'après, une fois qu'on sait combien on consomme et d'où viennent les produits et ce qu'on a mis dedans, on est obligé de changer. Si on a voulu vous présenter Barnabé Chaillot, c'est parce que sa démarche de bricoleur engagé nous a paru très intéressante et plutôt originale. Même s'il est globalement autosuffisant, eh bien il reste quand même dépendant des énergies carbonées qui lui permettent d'obtenir son bois, ses panneaux solaires, ses circuits imprimés et tous ses indicateurs. Mais sa dépendance n'est pas vraiment un problème, puisqu'il en est conscient et qu'il organise son autonomie au sein du système actuel. Il ne propose pas un modèle fixe, mais un modèle qui s'adaptera avec le temps. D'ailleurs, il n'a pas commencé le chemin de la résilience en pensant directement à l'effondrement, mais en partant d'une envie de liberté. Cette liberté qu'il obtient en sachant précisément ce dont il a besoin pour vivre. Cette liberté qu'il obtient avec une vision chiffrée de l'autonomie. C'est précisément cette vision de l'autonomie qu'on recherchait dans notre documentaire sur les éco-villages, avant de nous rendre compte que le vivre ensemble comptait plus pour eux que le nombre de patates qu'ils pouvaient faire pousser. Ce sont deux visions différentes mais complémentaires, qui nous donnent envie d'aller plus loin et de réaliser d'autres vidéos sur ce sujet, notamment avec des initiatives résilientes mais aussi résistantes. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner.